De la Grande Galerie francophone nous révèle sa dernière claque artistique, c'est la claque de la semaine. On va commencer avec toi peut-être Nathalie. Volontiers, toujours prête. Alors moi, ma claque, je pense que c'est une claque de nécessité sociale et ça va vous plaire, Philippe, puisqu'elle vous invite toutes et tous à vous reconnecter avec votre cœur d'enfant, puisque c'est une exposition consacrée aux géants. Mais pas les géants comme Wembanyama, le joueur de basketball, ou comme on l'appelle ici... Wemby, voilà. Non, il est vraiment question de vrais géants, ces personnages folkloriques, mythiques, très connus dans le nord de la France, en Belgique aussi. Ils sont ancrés dans le patrimoine local depuis plus de 500 ans, tellement qu'ils ont été inscrits au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Et ça fait 20 ans cette année, et donc on leur consacre cette exposition où on va tout savoir de leur histoire, de leur origine, de leur fabrication aussi, parce que mine de rien, les colosses peuvent faire 7 mètres de haut. Donc, rendez-vous à Lille, au Grand Palais des Beaux-Arts de Lille, et c'est présenté jusqu'en 2026. Donc, voilà. Cœur d'enfant. Merci. Cœur d'enfant. On enchaîne, Lauriane, autre monde, beaucoup plus au sud. Ouais. Ma claque de la semaine, c'est un choc visuel et politique, et je crois que tu aimes beaucoup cette artiste. Elle est formidable. C'est Thandiwe Muriu, on en parlait tout à l'heure, une photographe kenyane, et son travail explose littéralement la rétine. Son truc, c'est de photographier des femmes et de les fondre dans le décor, donc avec des tissus absolument fous, beaucoup de wax ultra vibrant. Et la question que moi je me pose, c'est que reste-t-il de notre identité quand tout se mélange? Un petit peu de philo. Alors Thandiwe, elle joue avec les codes de la mode, avec les codes du design, elle détourne les clichés exotiques et elle remet surtout la femme africaine au centre, quitte à la voir plus alors qu'elle est camouflée. Et c'est ce qu'elle dit. Elle veut que ces images soient un miroir dans lequel les femmes africaines se reconnaissent enfin. Et si vous êtes comme moi en manque de vitamine C ou D, ou les deux, on est quand même en novembre, et ben je vous On y va à en y courir. courant. Il faut voir le regard de Philippe Gueluc en la découvrant. Ah, je suis halluciné, je vais courir. Mais elle est hallucinante. Allez-y, donc c'est à la galerie 193. À Paris. À Paris. Fabrice. Alors moi, je vais vous parler d'un des plus grands artistes contemporains au monde, Cao Qiang, qui est un artiste né en Chine, qui vit aux États-Unis et qui a comme particularité de remplacer la toile par le ciel et de remplacer les pinceaux par de la poudre à canon. Il a fait un événement absolument extraordinaire qu'on voit le 22 octobre dernier pour la fermeture du Centre Pompidou qui va être en travaux jusqu'en 2030. Et cette fresque, une sorte de fresque pyrotechnique qui s'intitule Le Dernier Carnaval, qui est empreinte de joie puisqu'à un moment donné on voit arriver des fleurs, des bouquets de fleurs, de fumée qui sont absolument dingues, et après une fumée noire absolument effrayante. Et c'est en fait très empreint aussi de philosophie taoïste qui consiste à dire que l'explosion c'est la création et puis la destruction c'est le renouveau. Donc c'est à la fois un au revoir temporaire au Centre Pompidou qui était très joyeux, mais qui est très inquiétant également. Merci pour la découverte. Et j'ai une deuxième claque qui est une surprise. Tu triches, Je me permets une deuxième il claque. a le droit d'avoir deux claques. Bah, il a le droit de prendre autant de claques qu'il Ça veut. s'appelle le gérant. C'est scandaleux, mais c'est une deuxième claque. C'est pour ça que c'est le boss, c'est qu'on appelle le maître. Voilà. C'est une claque absolument incroyable. C'est Marc-Antoine Mathieu qui a décidé de philosophiquement, qui est un des dessinateurs de bande dessinée, philosophe comme vous, qui a décidé de définir ce que qu'est l'infini avec la plus petite bande dessinée du monde. Et alors, La plus petite cadeau. BD au monde. Wow. Voilà, je vous laisse. Vous pouvez nous Il y a montrer. une loupe. Oh, j'adore. Et Vous allez nous lire le premier Voilà la chapitre. Et BD. on lit avec la loupe la BD, ça demande beaucoup d'attention. C'est du coup. génial. C'est absolument La extraordinaire. première claque, ce sont les géants, et Et puis le après, c'est la contenu plus petite BD fabuleux. du monde. Et ça coûte que 21 €. C'est un cadeau de Noël absolument incroyable. Moi, Et c'est une suis vraie subjugué. œuvre d'art. Et c'est une véritable œuvre d'art. Ouais, c'est génial. Des idées pour votre prochain numéro? Pour votre prochain numéro? Marc-Antoine Mathieu, donc, et c'est Vous le connaissez, prouesse. Merci, bien sûr, Vous bien le sûr. connaissez, et c'est une plongée dans l'infiniment petit. Margot. Alors moi, ma claque, c'est ce tableau exceptionnel de Modigliani qui a été vendu chez Sotheby's il y a 3 semaines pour 10,5 millions d'euros, no less. Ce jeune homme que vous voyez, c'est Raymond Radiguet, le jeune auteur du Diable au corps, ce roman tragique et d'amour et merveilleux en même temps que seul un adolescent a pu écrire. Cet adolescent qui est mort à 20 ans, qui avait ému Modigliani vraiment comme rarement. On voit que l'œil gauche est ouvert vers le monde. Modigliani ne peignait jamais les yeux. Donc
c'est vraiment quelque chose d'unique. Et puis le gauche est refermé vers l'intérieur. Donc il a saisi toute la profondeur de ce gamin qu'il avait croisé dans les rues de Montparnasse. Et puis c'est un des rares aussi chefs-d'œuvre cubistes de Modigliani. Donc voilà, le croisement de deux destins maudits, une vraie claque, une œuvre extraordinaire. Merci Margot. Charlie? Moi, c'était un ami, parce que j'ai décidé de mes claques, ce seraient des amis, parce que j'ai des amis artistes et formidables, n'est-ce pas, Philippe? Ça vient de moi, j'ai le droit de le dire. Il s'appelle le Diamantaire, son prénom c'est Alexis, et il fait du street art. Vous avez sûrement vu dans Paris, un peu partout, ces petits diamants en miroir qui sont parfois sur les façades d'immeubles ou autres. Oui. Et il fait aussi des énormes sculptures comme ça pour des privés, ou et notamment un qu'il a fait pour le musée Grévin. Il fait toute la structure en soudure et avec des jeux de miroirs, il fait des espèces de perspectives dingues. Donc ça peut être des tableaux avec des profondeurs infinies, ça peut être des choses énormes comme toutes petites. Voilà. Merci Charlie. Et vous, Philippe, on vous a demandé votre grande claque artistique de la semaine. Il y a Gerhard Richter, mais je suppose que vous en avez traité ou que vous en traiterez dans l'émission. Le géant de la peinture contemporaine, un Allemand qui est exposé à la Fondation Louis Vuitton à Paris. Qui me stupéfie par l'infinie variété de ce qu'il fait. Voilà quelqu'un qui s'est tout le temps remis en question, qui a cherché dans tous les sens et à chaque fois avec une beauté, une profondeur, une pertinence absolument parfaite. Gerhard Richter, artiste allemand mondialement reconnu, tu confirmes, Fabrice Bousteau, qui est exposé en ce moment et en majesté à la Fondation Louis Vuitton. Gerhard Richter par Alex Vizorek, c'est le Viseur Expert. Et aujourd'hui, Gerhard Richter. Né à Dresden en 1932, sa carrière picturale part dans tous les sens. Dans les années 60, il se fait connaître en peignant des échelles chromatiques, les fameuses échelles de Richter. C'est la période où il est très conceptuel, notamment avec ce tableau appelé 4 couleurs, ou avec celui-ci appelé 25 couleurs, ou celui-là 180 couleurs, ou celui-ci 1024 couleurs, ou celui-là 4096 couleurs, ou celui-ci 4900 couleurs. Mais sa grande spécialité, son grand courant, c'est la photographie peinte. Son principe, c'est de peindre à partir de photos, mais de les rendre floues. Par exemple, son autoportrait, qui pose une vraie question. Gerhard Richter devrait-il changer de lunettes ou était-il incapable de régler la focale de son appareil photo? Richter aime bien peindre sa famille. Ici, Onkel Rudi, qui est un bon résumé des discussions lors des repas de Noël. Dites donc, tonton, qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre? Oh, c'est flou. Et il a même peint sa fille, Betty. C'est bouleversant. C'est bouleversant, oui. L'ingratitude des gosses. T'as beau être un des artistes qui vend le plus cher au monde, ta fille te regarde même pas. Et enfin, Richter, il a peint tellement d'œuvres pendant sa vie qu'à un moment, il était au bout du rouleau. Allez le voir jusqu'au 2 mars à la Fondation Louis Vuitton. Tout est devenu flou. Merci Alex. On a la chance d'avoir avec nous l'un des meilleurs historiens et critiques d'art. Il nous dévoile les secrets des œuvres. C'est le 5 minutes chrono d'Hector Obal. Salut Hector, de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui? Tout simplement d'une œuvre du Louvre. Au Louvre, c'est comme partout, les tableaux s'abîment, les vernis jaunissent. Et heureusement qu'il y a des musées qui prennent soin de leurs œuvres. Il y en a notamment une qui est d'un certain Van Eyck, que je suis allé voir parce qu'on l'avait restauré pendant des mois et des mois. Pendant très longtemps, on ne pouvait pas la voir. Un des chefs-d'œuvre de Van Eyck et un des chefs-d'œuvre du Louvre. En fait, c'est dans une petite salle. Qu'est-ce que c'est un peu que cet ensemble de salles? Ce sont ce qu'on appelle les primitifs flamands. Les primitifs flamands, ce sont ces artistes qui, dans les années 1420, alors que les Italiens avaient déjà inventé la peinture depuis déjà plus d'un siècle, reprennent la main. Ils sont plus forts. Ils sont plus forts en texture, ils sont plus forts en dessin, ils sont plus forts en minutie. Ils savent rendre des affaires comme vous voyez le marbre, le velours, quoi d'autre encore, la pierre, des choses comme ça. Il y a un seul truc où ils ne sont pas tellement plus forts que les Italiens, c'est la séduction féminine. Et ça, c'est différent. Ouais, c'est différent. Ils sont moins... Ça ne les intéresse pas, la séduction. Vous voyez, ils sont flamands. Et
je rentre dans ce tableau-là, que vous connaissez peut-être, qui fait donc seulement, je crois, quelque chose comme 50 ou 45 cm de haut, et qui est donc un ouvrage de minutie. De quoi s'agit-il? Il s'agit là du monsieur, une sorte de chanoine, mais pas exactement, qui est un homme politique, qui est un émissaire du duché de Bourgogne, et qui a demandé au Christ, ou plutôt à la Vierge, d'apporter le Christ pour qu'il le bénisse. Évidemment, le Christ n'a pas obéi, évidemment, la Vierge n'a pas obéi, puisque tout ça, c'est tout simplement une commande à l'artiste en disant « tu me mettras le Christ devant moi » dans l'autoportrait qu'il a commandé de lui. Très bien. Il faut comprendre d'ailleurs que lui, il vient annoncer, en tous les cas, c'est son rôle, il vient annoncer l'annexion de ce qu'on appelle, pas exactement, les Flandres à cette époque-là, qui est une partie de la Belgique, une partie des Pays-Bas, puisque le duché de Bourgogne. Donc en gros, si vous regardez bien, d'ailleurs, le type, il ressemble un petit peu à Poutine, mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Je ne sais même pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans le tableau parce qu'il y a un double discours. Évidemment qu'il y a un discours politique, mais je ne rentre pas dedans parce que vous l'avez compris. Mais regardez un petit peu les habiletés. Là, vous avez un ange. L'ange, il est plus petit que la Vierge. C'est normal, il a la taille qu'il veut. C'est un ange. Il est parfaitement proportionné. Sauf que toute l'habileté, c'est de faire en sorte que la couronne qu'il tienne paraisse tout d'un coup monumentale dans ses petites mains. Ce qui fait qu'il a fait comme s'il avait fait un zoom dans le zoom. Il a mis en valeur son amour de la minutie et son amour du tout petit. Voilà pour l'ange qui vient couronner la Vierge. Descends un petit peu, tu vois la Vierge qui donc incarne une sorte de grâce de toutes les Vierges du XVe siècle. Et regardez, quand on le compare, par contraste, avec l'âpreté du pouvoir politique qui se trouve dans le visage de celui-ci, du chancelier. Et là, d'ailleurs, c'est typique. C'est typiquement, on voit bien, il fait penser à nos proviseurs pour ceux qui ont de mon âge, c'est-à-dire des gens un petit peu âgés. Vous savez, dans les années 70, on avait toujours un proviseur qui faisait peur à tout le monde. On n'écoutait pas ce qu'il dit. On était obnubilé par la verrue qu'il pouvait avoir là. Toute la sévérité du personnage, je trouve. Et puis, j'en arrive à la partie la plus belle du tableau, celle qui fait un peu penser à Cézanne quand vous regardez de près, lentement, la manière très minimaliste dont il peint les montagnes. Et on voit que c'est de la minutie partout, c'est-à-dire qu'il y a des personnages partout. Descends un petit peu pour qu'on voit, c'est incroyable. Il y a un côté où est Charlie, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on voit des personnages partout, et ça plaît toujours beaucoup au grand public. Mais moi, c'est pas ça qui va m'intéresser. Ce qui va m'intéresser, c'est que si je continue à descendre dans le tableau, je vois des choses qui sont assez étonnantes. Là, vous voyez 3 pans. Tu dis, tiens, pourquoi il y a 3 pans? Ok. Tu descends. Et puis tu vois qu'il y a 2 pies. Alors les pies peuvent exister dans la région des Pays-Bas, les pans, j'en doute. Et si vous regardez bien, vous avez là, entre le fût de la colonne et la base de la colonne, fais-moi un zoom dessus, vous avez quelque chose que je n'avais même pas vu à l'œil nu, des lapins écrasés. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que viennent faire des lapins écrasés? Je suis allé dans toutes les églises d'Anvers et je peux vous assurer qu'il n'y a aucun lapin écrasé en relief ou en bas-relief entre le fût de la colonne et la base de la colonne. Alors pourquoi il a mis des lapins écrasés? Pourquoi? Alors je vais vous dire la vérité. Au fond du fond, j'en sais rien. Mais en plus, il y a des gens qui sont venus me voir. Mais je peux vous dire pour qui il l'a fait. Moi, je pense qu'il l'a fait pour sa femme. Il l'a fait pour ses amis. Je pense que les artistes parlent aux artistes. Il est allé voir, il a montré à Roger van der Weyden, tiens, regarde ce que j'ai fait, tiens, qu'est-ce que tu as fait? Ah, mais t'as vu, j'ai mis un lapin écrasé. C'est-à-dire que finalement, il est là le double discours de l'artiste. D'un côté, il répond à une mission, à une commande, etc. Et puis d'autre part, il développe son propre monde. Et qu'est-ce qu'il y a dans son propre monde? Parce qu'il y a des gens qui sont venus me dire, enfin, tu devrais savoir, le lapin écrasé, c'est un symbole de quoi? Du fait que, vous savez, le lapin, c'est le symbole du fait de faire beaucoup d'enfants. Hein, je m'exprimais un peu pudiquement. Et ça, l'Église catholique, elle n'en veut pas. Donc, elle te écrase le lapin. Vous voyez, pas plus, il n'est pas écrasé n'importe comment. Il est écrasé à la façon de Tom et Jerry. C'est comme ça. Oui. Et pourquoi? Mais moi, je ne marche pas cette chose-là. Quand vous avez un message politique, religieux, moral, si vous voulez que la retraite soit à 45 ans, ou à 55 ans, ou à 65 ans, ou je ne sais quoi, vous ne l'écrivez pas en petit, en défilant. Donc, fatalement, ça ne peut pas être ça. Donc, moi, je vais vous dire... En fait, il l'a fait non seulement pour sa femme, non seulement pour ses amis, il l'a fait, on pourrait dire pour Dieu, il l'a fait pour la postérité, il l'a fait parce qu'il développe un monde imaginaire. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et dans son monde imaginaire à lui, il y a quoi? Eh bien, il y a des pans, il y a des pies, et il y a des lapins écrasés. Merci. Ah, génial. Génial, Hector. Autant de détails
Venez nous rejoindre, Hector Robalc. On va maintenant accueillir l'un des très grands noms de l'art contemporain. C'est un artiste cosmique, sculpteur, plasticien. Il expose en ce moment plus de 260 œuvres dans les rues et les musées d'Avignon. Jean-Michel Othoniel est avec nous dans la Grande Galerie. Et juste avant de le recevoir, Damien Cabrespine fait les présentations en 3 mots. Jean-Michel Othoniel, en 3 mots. Mot numéro 1, souffler. Jean-Michel Othoniel aime les métamorphoses, les mutations de matière, les briques et les perles, réfléchissantes, étincelantes. Les œuvres en verre prennent la lumière, la diffractent, la transforment, écrasent la couleur sur le sol. Au début de sa carrière, il s'intéresse au pouvoir du soufre et de la cire, puis il découvre les vertus du verre soufflé. Il y a un rapport très sensuel à la lumière à travers mes œuvres. Dans un musée à Tokyo, dans la maison du facteur cheval ou dans un jardin à Séoul, ses installations séduisent et fascinent le monde entier. Quelque chose de tellurique, quoi. Mot numéro 2, collier. Sous des allures chatoyantes, les colliers de perles de Jean-Michel Othoniel sont d'abord une célébration du vide et de l'absence. À chaque fois, le contexte influe sur les œuvres. Dans le jardin du musée d'art de la Nouvelle-Orléans, ils sont suspendus aux arbres, à l'endroit même où étaient pendus les esclaves qui essayaient de s'échapper des plantations. Et enfin, mot numéro 3, beauté. Ne dites surtout pas à Jean-Michel Othoniel que ses œuvres sont décoratives. Pour lui, elles sont avant tout une célébration de la beauté. Ce genre de beauté qui nous submerge. Pour Jean-Michel Othoniel, l'émerveillement doit susciter des questions et parfois même nous déstabiliser. C'est quoi votre monde, Jean-Michel Othoniel ? Mon monde, c'est peut-être essayer de réenchanter notre monde. Voilà. Oui. C'est ça mon monde, c'est ce à quoi je m'attelle en fin de compte. Et c'est une très belle manière de définir votre art. D'ailleurs, nous avons la chance d'avoir avec nous Fabrice Bousteau, qui a vu d'ailleurs l'exposition d'Avignon, les 260 et quelques œuvres que vous y exposez. Il faut imaginer quand même que les téléspectateurs se rendent compte que c'est peut-être l'exposition la plus importante qu'un artiste ait pu réaliser dans le monde, dans une ville entière, puisque c'est toute la ville qui est habitée par les sculptures, les peintures de Jean-Michel Othoniel, et à chaque fois avec un dialogue avec soit les œuvres d'un musée, soit avec un dialogue avec l'architecture de la ville. C'est absolument fabuleux parce que ça permet de redécouvrir la ville. Il y a par exemple un musée qui vient d'ouvrir, qui est incroyable, qui était un musée qui est devenu un musée des bains publics, puisqu'on a fermé les bains publics à partir des années 80, parce que tout le monde a une salle de bain aujourd'hui chez soi, et on découvre ce musée avec des sculptures de Jean-Michel qui, en fait, permettent de rayonner. L'œuvre de Jean-Michel Othoniel, elle invite à la contemplation, elle invite au rêve, elle invite à une forme de sérénité, et j'irais dire, elle a une dimension presque un peu sacrée. Et c'est vrai que la notion de sacré, de spiritualité dans le travail de Jean-Michel est considérable. Et j'ajoute aussi que c'est un artiste qui travaille de manière incroyable. Alors on va en parler justement de votre travail et de la façon dont vous travaillez, Jean-Michel Othoniel, parce que vos œuvres, c'est vrai qu'elles sont souvent spectaculaires, elles ont une impression de fragilité, en même temps elles peuvent être monumentales, mais vous voulez faire rêver et faire rêver ceux qui voient vos œuvres ? Je pense que c'est un rôle de plus en plus important aujourd'hui en tant qu'artiste de ramener justement du rêve, de permettre aux gens de s'échapper. La métaphore du jardin est très présente dans mon travail, ce lieu où on va s'abstraire, comme on le voit ici au Petit Palais, où c'est vraiment un endroit où on est hors du monde pour pouvoir se reconstruire, pour pouvoir aborder ce monde qui malheureusement est de plus en plus difficile. Donc je pense que le rôle de l'art, c'est peut-être ça, c'est peut-être... ouvrir une fenêtre vers un nouvel espoir. Oui. Vous avez deux grands amours, en tout cas dans votre art, quand on les a vus, c'est Patrick Juvet et Sylvie Vartan. Vous avez eu un vrai coup de foudre pour elle quand vous aviez 10 ans. Elle était en couverture d'un numéro de Paris Match après son accident de voiture en 1970. Et depuis, vous l'avez peinte sous différentes déclinaisons, comme des variations sur le même thème. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce triptyque, Nina Childress, dédié à Sylvie Vartan ? Si vous voulez, en fait, dans Sylvie Vartan, j'ai eu vraiment le flash sur la Sylvie après l'accident, avec la mèche qui cache l'œil. Et c'est vraiment un look bien particulier. Et donc là, sur cette image, c'est vraiment emblématique de ça. Mais le troisième, en fait, c'est un tableau phosphorescent. Quand on éteint, il brille dans la nuit. Oui. Mais c'est des pigments très difficiles à utiliser, très pâteux. Et quand je l'ai faite, quand j'étais en train de la faire, en fait, les deux premières, c'est des esquisses pour faire la troisième. Et la troisième, je n'ai pas réussi à la faire. Et d'ailleurs, j'ai tout effacé, je suis rentrée me coucher. Et le lendemain, je suis revenue et tac, je l'ai fait comme ça.
Et voilà, je trouvais qu'elle était mieux. Et j'ai collé des cheveux. On ne voit pas, mais dans l'œil, il y a des cheveux qui sont collés, donc ils sont très comme une petite houppette, mais c'est le coup de soulage, quoi. Ça mange la lumière, et donc l'œil est très profond, très beau. Et ça compose un triptyque. Charlie, ça C'est t'inspire? génial, j'adore la distorsion comme ça, puis cette dégradation, et encore plus intéressant de savoir que ça brille dans la nuit. Ça pourrait faire, si jamais on devait faire ça, une chanson de Vartan. Et le dernier, du coup. Et j'adore aussi, c'est très beau. Ça, c'est la version avec la distorsion. Vous avez ici, pour qu'on voit comment vous travaillez, vous avez une toile, vous avez des feutres, vous avez des stylos, vous avez de la peinture. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment vous dessinez ce regard qui est si accrocheur dans chacune de vos œuvres? C'est plus facile pour moi de dessiner que de parler. Non, vous avez de la peinture, vous avez une toile. Ça fait très longtemps que j'ai pas dessiné, hein. Peut-être 3 jours. 3 jours. 3 jours. 3 jours, c'est très longtemps sans avoir dessiné. Margot? Et vous, Philippe, vous n'avez pas dessiné depuis combien de temps? Depuis 1h30, je crois. Je fais ça. C'est une seconde nature quand même. Quand on a ça, partout, enfin, s'il y a une idée qui vient, on la griffonne sur un bout de papier. Ou c'est quelqu'un dans le train qui vous demande de faire un petit mot pour sa belle-sœur qui a l'anniversaire du neveu la semaine suivante, etc. Ça n'arrête pas, mais c'est plus fort que nous, j'ai l'impression. Atsoupé, vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez, puisque vous avez commencé par une série de points. Selon le grain de la ensuite, la feuille, ligne. l'ambiance, le toucher, c'est vraiment du ressenti pur, hein. C'est du ressenti pur. Ouais. Et pourtant, vous avez étudié l'art. C'est très technique ce que vous faites. C'est très technique, mais j'ai réussi à déconstruire la technique Oui. pour la dépasser et en fait trouver des nouvelles façons de... Là, on voit comment vous De faire, peignez. ouais. Et on voit aussi ce qui rend si envoûtant le regard de vos portraits. Vous dessinez quelqu'un en particulier, là, ou pas? C'est un visage qui revient assez automatiquement, parce qu'au début, il a été empreint du mien, pour des questions justement techniques, un rapport homothétique au visage, quoi. Oui. Pour avoir des formes justes. Et ensuite, les détails, ils se créent au gré de, je sais pas, de la couleur qui glisse. Margot? Il y a beaucoup donc de douleur, évidemment, c'est lié à votre histoire personnelle. Il y a aussi beaucoup d'humour, je trouve, dans vos tableaux. C'est lié à la façon dont vous les faites, avec tous ces petits ajouts d'objets. Quelle est la vertu du rire, en fait, dans la peinture, pour vous, Atsoupé? C'est thérapeutique. Ça... Je sais pas, Rions tant qu'on est en oui, vie. exactement, prenons du recul, quoi. C'est que de la peinture, en fait. Et même si on s'identifie, c'est pour témoigner de quelque chose de positif, ouais. Et il est magnifique, ce portrait. Et tout de suite, on va ralentir le rythme et prendre le temps de contempler. Direction le musée d'Orsay à Paris pour admirer un chef-d'œuvre de Gustave Courbet, Le Désespéré. Le tableau a fait son retour à Paris après un long exil de 17 ans au Qatar. C'est un événement et c'est fascinant. Fascinant.
Le meilleur de la Grande Galerie francophone, c'est déjà terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.